Sandrine Rousseau. Bonsoir. Députée écologiste et sociale de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, c'est l'heure de notre vrai ou faux du soir avec Louis Augry. Louis, le sénateur Les Républicains, Laurent Duplon, revient à la charge. La loi Duplon va être à nouveau débattue à l'Assemblée et il espère y réintroduire l'autorisation de ce fameux pesticide, l'acétamipride, qui avait été bloqué l'été dernier. Le sénateur continue d'affirmer que ce pesticide n'est pas dangereux pour l'homme. Quand vous dites que c'est interdit en France, il faudrait rajouter que c'est autorisé partout ailleurs. Si l'EFSA, c'est-à-dire l'Agence européenne de santé, ne l'a pas interdit, c'est parce qu'elle estime, à juste titre, parce qu'aucune étude sérieuse n'a démontré l'inverse, qu'elle n'est pas cancérigène. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aucune étude n'a démontré que ce pesticide était cancérigène? Alors l'acétamipride, on commence à connaître ce pesticide qui sert à protéger les betteraves et les noisettes, autorisé effectivement dans le reste de l'Europe. Et effectivement, il n'y a pas d'études solides qui démontrent un effet direct de cancer sur l'homme. D'ailleurs, des oncologues appellent à la prudence sur ces liens entre l'acétamipride et le cancer. En revanche, ça ne veut pas dire que cette substance n'est pas potentiellement dangereuse. D'abord, sur la biodiversité, il y a plusieurs études, il y en a de nombreuses qui montrent un risque pour certaines espèces animales. Vous savez, on parle beaucoup des pollinisateurs, des bourdons, des abeilles, sauf que ce n'est pas seulement une histoire d'abeilles. Ce qui inquiète beaucoup les chercheurs, c'est la persistance de ce pesticide dans l'environnement, comme dans l'eau par exemple, et potentiellement aussi dans le corps humain. Mais qu'est-ce qu'on sait sur les effets sur l'homme? Alors, on manque d'études précises pour savoir si l'acétamipride peut déclencher directement des maladies ou des pathologies. On a surtout des études qui montrent sa persistance dans le corps. En 2019, des chercheurs japonais ont par exemple montré que ce pesticide est capable de passer la barrière du placenta chez les femmes enceintes qui y sont exposées. Ils ont trouvé de l'acétamipride dégradé chez 25% des nouveau-nés d'un centre de soins intensifs de Tokyo. D'autres études suisses, chinoises ont trouvé des traces d'acétamipride chez l'homme, notamment, vous savez, dans le liquide céphalorachidien. C'est le liquide dans lequel baigne le cerveau. Alors, on le précise tout de suite, ces études souvent ont des limites méthodologiques aussi, avec des échantillons de personnes qui sont parfois faibles, mais plusieurs spécialistes à qui on a parlé s'inquiètent de cette capacité qu'a l'acétamipride à s'infiltrer dans le corps humain sans qu'on connaisse potentiellement tous les effets et tous les dangers de cette substance. Et les autorités soulignent d'ailleurs les incertitudes autour de ce pesticide. Oui, totalement, parce que quand on entend Laurent Duplon, on pourrait presque croire que parce que l'Union européenne autorise l'acétamipride, elle estime que c'est pas dangereux. Sauf que c'est pas tout à fait le cas. Dès 2024, l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, avait reconnu des incertitudes majeures sur la neurotoxicité développementale de l'acétamipride, en gros sur le développement du cerveau. En septembre dernier, rebelote, l'autorité souligne certaines incertitudes concernant l'exhaustivité des données sur le danger de l'acétamipride. En gros, on ne sait pas tout. En résumé, si on se résume un petit peu tout ça, aujourd'hui, on a des données sur la dangerosité sur certaines espèces et on sait qu'elles passent les barrières du corps humain. Il faudra d'autres études, potentiellement plus solides, pour démontrer un risque réel sur la santé. Mais la question, c'est toujours, en attendant ces études, est-ce qu'on applique le principe de précaution ou est-ce qu'on prend le risque? Et là, clairement, on voit qu'il y a deux camps qui s'opposent. Effectivement. Sandrine Rousseau, est-ce qu'il faut, malgré les incertitudes qui existent encore, je vous vois déjà sourire, vous me voyez venir, est-ce qu'il faut persister à interdire l'usage de ce pesticide? Il faut absolument interdire l'usage de ce pesticide au nom du principe de précaution, mais aussi quand même au nom des premiers résultats que nous avons, puisqu'il y a quand même eu près de 80 enquêtes qui certes ont certaines fois été sur des échantillons restreints, mais quand on parle du liquide céphalorachidien, on parle du liquide qui entoure le cerveau dans la tête et on ne peut pas faire des prélèvements de ce liquide facilement. Enfin, vous comprenez bien que c'est une opération lourde d'aller prélever du liquide autour du cerveau. Et donc, le fait qu'on en ait trouvé ne serait-ce qu'une fois, le fait qu'on en ait trouvé dans le ventre et dans le placenta des mères, le fait qu'on en ait trouvé dans 25% des enfants qui venaient de naître, est suffisant pour appliquer le principe de précaution. Et en fait, je ne comprends pas, mais vraiment, c'est une question que j'aimerais poser à Monsieur Duplon, c'est au nom de quoi prendrions-nous ces risques-là, en fait? Au nom de quoi? Mais alors, est-ce que vous comprenez les deux critiques que peuvent poser un certain nombre d'agriculteurs ou de personnes de betteraviers ou des sucriers ou on n'élève pas des noisettes, oui, on les fait pousser, qui est qu'il n'y a pas encore de choses de produits de substitution qui puissent se mettre à la place de ce pesticide, et que deuxièmement, les autres, on est mieux-disant par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que si nous, on fait quelque chose et que nos voisins ne le font pas, c'est comme si personne ne le faisait, puisque les gens auront tendance à acheter ce qui s'est produit même plus cher
même moins cher dans les pays qui peuvent l'utiliser. Mais en fait- C'est ça, c'est pas... En fait, il y a un lobby. Il y a deux groupes qui s'effrontent. Non, mais qui est principe de précaution, même si ça coûte cher. Et on dessert un peu, on attend et on gagne 2-3 ans. C'est tout ce... Oui, mais enfin, on gagne 2-3 ans au détriment de la santé des personnes. En disant qu'on n'est pas sûr. Oui, mais on n'est pas sûr, ça ne veut pas dire qu'on est... Je dis que Non, c'est mais au nom on des n'est pas agriculteurs sûr. avec Moi, j'aimerais lesquels... qu'on me dise, on est sûr que ça n'est pas d'effet. Et là, on dit ça n'est pas sûr. En plus, il y a des études qui montrent que ça peut aussi être reprotoxique, c'est-à-dire nuire à la reproduction des humains. Donc, en fait, pour moi, il y a un sujet, c'est que est-ce qu'on attend que toute l'Europe bouge ou est-ce qu'on se met en avance sur l'Europe? Et on peut indemniser un producteur de noisettes ou un producteur de betteraves, et particulièrement de betteraves sucrières. On ne peut pas indemniser un bébé qui vient de naître avec de l'acétamipride dans le corps. Il faut bien comprendre ça, en fait. C'est-à-dire que là, d'un côté, on peut assurer le revenu des personnes qui peuvent être impactées par l'interdiction de l'acétamipride. On ne peut pas compenser les effets sur la santé. Donc, évidemment, je rappelle quand même que la France est un des pays où il y a le plus de cancers. On est le pays au monde où il y a la plus grande prévalence de cancer du sein. Enfin, c'est pas rien quand même. Et une fois qu'on a eu le cancer, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui savent absolument de quoi je parle. Une fois qu'on a eu le cancer, on n'est jamais vraiment guéri du cancer. C'est-à-dire qu'on est en rémission. On a eu des traitements extrêmement lourds. Donc, vous imaginez le risque que nous prenons en autorisant des substances comme ça qui, en plus, peuvent générer des effets cocktails. Parce que ce que vous n'avez pas dit aussi sur l'acétamipride, c'est qu'on les a retrouvés dans les nuages. C'est-à-dire que quand l'eau tombe du ciel, quand il pleut, eh bien, il peut pleuvoir de l'acétamipride. C'est incroyable. Autre sujet dont on parle ce soir, Sandrine Rousseau, c'est le Sénat qui a voté ce soir la création d'une nouvelle infraction, infraction d'exploitation sexuelle en ligne, en fait, qui vise à durcir les sanctions ou même juste à encadrer juridiquement cette nouvelle pratique qui consiste pour des hommes, des femmes, souvent jeunes, à publier des contenus sexuels en échange de rémunération, avec l'apparition d'agents, en fait, de proxénètes numériques. Est-ce que c'est une bonne chose, cette proposition de loi qui venait de la droite et du centre? Est-ce que vous l'auriez votée, vous? Ah oui, j'aurais voté cette loi parce que les intermédiaires dans ce genre de situation, ce sont des proxénètes. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, c'est une manière en fait d'exploiter les images d'autrui. Alors il peut y avoir des personnes qui, de manière volontaire, peuvent mettre elles-mêmes leurs images, mais dès lors que vous avez un agent qui fait l'intermédiaire, l'agent choisit. Souvent d'ailleurs, il choisit des très jeunes femmes et on le voit dans l'affaire Epstein. Il y a quand même une propension à aller vers ce type de personnes, souvent des personnes aussi racisées. Et en fait, c'est pas possible d'avoir une exploitation humaine de cette nature-là par des agents qui se revendiquent agents comme on pourrait être agent d'acteur. Ou c'est pas possible, en fait. Le débat qu'on a eu tout à l'heure est à propos de l'excuse de minorité, avec un certain nombre de personnes qui se sont exprimées. Il y a eu Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a dit qu'il faut peut-être essayer de revoir ça en précisant que lui-même était terrifié, plus serait mieux, par la recrudescence des actes très violents chez des gens très jeunes, 14, avec le 14, 15, 16. Gérald Darmanin qui dit que ça devrait être débattu au moment de la campagne présidentielle. Est-ce que vous considérez qu'envisager quelque chose qui ne soit pas le même principe quand on a 18, 17, 16, ce qui était la loi Attal, est-ce que vous considérez que c'est justifié ou qu'en gros, c'est une instrumentalisation politique qui n'a pas lieu d'être? Déjà, je trouve que le terme « excuse de minorité » ne va pas parce que ça voudrait dire qu'on excuse les personnes qui sont mineures des crimes qu'ils commettent. Or, les mineurs subissent des peines, ont des peines à exécuter et c'est bien ainsi. Je rappelle juste quand même, parce que pour moi, discuter de cela, c'est s'exempter d'une interrogation sur la responsabilité collective qui a conduit un enfant de 14 à 15 ans à tuer à tuer un adulte, là en l'occurrence un chauffeur Uber. En fait, si on regarde le parcours de cet enfant, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il a été placé à l'ASE, qu'il a connu de multiples familles d'accueil et centres d'accueil, qu'on lui a proposé, des narcotrafiquants lui ont proposé de devenir tueur à gages à 14 ans à raison de 30 000 euros. On risque moins de faire de prison, mais encore moins quand on en a 12, on ne peut pas y aller. Et que quelquefois, ils ont tendance à prendre... ils ont tendance à prendre des gens qui sont relativement intouchables, justement, pour des raisons de... minorité qui fait quand même que la peine en général est diminuée de moitié quand on a moins de... Moi, je reste dans l'idée que certes, il a commis une faute extrêmement grave et qu'il faut qu'il soit sanctionné pour cette faute, que pour autant, il a 14 ans.
et qu'à 14 ans, on n'a pas la maturité intellectuelle, la structure intellectuelle d'un adulte, et que cette minorité se doit d'être appréhendée pour ce que c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que cet enfant à la fois comprenne la gravité de ce qu'il a fait, soit sanctionné pour cela, mais soit aussi accompagné dans le reste de sa vie. Et moi, je trouve qu'on a une espèce d'inflation de mots autour de ces situations, et on a fait rentrer Robert Badinter au Panthéon, et à cette occasion, on a revisité l'ensemble de ses discours. Et moi, je voudrais qu'on se souvienne aussi de l'importance d'avoir une justice avec une humanité à l'intérieur de cette justice, et la minorité et l'expression de cette humanité. Oui, mais vous n'avez pas peur quand on entend l'épouse de ce chauffeur Uber qui est resté seul avec ses enfants, vous n'avez pas l'impression qu'un jour les gens considèrent que appeler enfant quelqu'un qui a... Alors là, il avait 14 ans au moment des faits, il en a 15 aujourd'hui, mais quelqu'un qui a 16 ans et qui finalement ressemble à un jeune adulte, vous n'avez pas l'impression qu'un jour il y a non pas une révolte, mais qu'il y a une incompréhension du côté des victimes, et qu'on peut quand même... La proposition Attal, c'était juste le renversement, c'est-à-dire que on pouvait appliquer, il n'y avait pas l'excuse de minorité entre 16 et 18, sauf si on voulait l'appliquer, qu'on devait le motiver en disant je lui applique l'excuse de minorité parce qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, parce que ses parents ont toujours été en prison. Voilà. Mais ça s'appelle des circonstances. Oui, mais c'était cassé par le Conseil constitutionnel. C'était cassé par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous trouvez que c'était quelque chose d'inhumain, ou qu'il faut quand même poser le problème, essayer d'en parler sans hystérie? Je voudrais pas qu'on aille sur un faux débat. Je veux qu'il soit sanctionné, qu'il ait une peine pour les faits qu'il a commis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr, oui. Après, ce que je dis, c'est attention, parce qu'un enfant, enfin un individu, disons ça, de 14 ans, de 16 ans ou de 40 ans n'a pas la même structure de vie. Là, déjà, il peut être condamné à 20 ans en ayant 14 ans. Donc, ça veut dire qu'il passera plus de temps en prison que sa courte vie. Il en a déjà vécu. Donc, moi, je veux dire juste, attention à ne pas avoir une espèce de politique d'inflation de mots pour essayer d'aller chercher un électorat. Gardons notre boussole, et parfois c'est difficile, qui est, oui, la sanction, parce qu'il est inenvisageable que ça ne soit pas le cas, mais attention à respecter aussi dans quelles conditions, à quel âge et comment il a fait. Donc on ne touche pas la loi pour vous, on laisse les choses comme elles sont. Non, je pense que c'est constitutionnel et qu'on doit le garder. Une question sur l'affaire Epstein, Sandrine Rousseau, vous y avez fait allusion. Emmanuel Macron disait hier, je crois, c'est une affaire qui concerne essentiellement les États-Unis, mais on voit bien qu'il y a des ramifications Jack Lang n'est pas américain. En Europe, y compris en France. Effectivement, on a entendu LFI réclamer la création d'une commission d'enquête parlementaire. Il y a des voix également qui réclament l'ouverture par la justice d'une enquête. Par quelle voie souhaiteriez-vous que la France procède, si c'était le cas, pour tenter d'enquêter sur cette affaire ? Je ne sais pas si une commission d'enquête parlementaire est le meilleur moyen, parce que je ne suis pas sûre qu'on a des pouvoirs sur la France, mais je ne suis pas sûre qu'on ait des pouvoirs sur des dossiers qui concernent un pays étranger. Donc, je ne suis pas complètement convaincue de l'outil, mais ça n'est pas une opposition de principe, c'est juste la question de l'efficacité de l'outil. En tous les cas, que la justice française se saisisse me semble nécessaire, puisqu'il y a des agents qui étaient en France, et notamment Brunel, je crois, il s'appelle, qui recrutait une agence de mannequins en France. Epstein avait un appartement en France, donc il s'est sans doute passé des choses en France. Donc il est évident que la justice française doit se saisir. Maintenant, je voudrais juste noter qu'il est quand même incroyable que tout ce monde-là ait gravité autour d'Epstein sans jamais rien voir, en se disant que tous ont été d'une naïveté confondante, parce que c'est à peu près leur seule défense. Et que, en fait, Epstein, manifestement, avait un système extrêmement organisé. Il a déjà été condamné une fois. Il a mis en place un système très organisé de recrutement, d'abus sexuels sur des jeunes femmes en présence d'autres personnes, et que tout cela se soit passé au vu et au su et à la barbe de tout le monde. Et vous faisiez bien allusion à Jean-Luc Brunel, donc un ancien agent de mannequin accusé de viol, qui avait été mis en examen et qui a été retrouvé pendu dans sa prison. Dans sa cellule à la prison de santé de Paris. Est-ce que vous considérez que Jack Lang a fait l'objet d'un acharnement pour le pousser à la démission, ou que c'est finalement la meilleure solution pour pouvoir se défendre? Je ne m'attendais pas à une question comme ça. Je dirais que Jack Lang a dû Aujourd'hui, on démissionner. sait qu'il est sous protection policière, Oui. parce qu'il y a des torrents contre lui sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous considérez que le gouvernement et un certain nombre de personnes ont fait pression sur lui pour
pour le pousser à la démission, alors que lui avait dit « je me sens blanc comme neige ». Alors, c'était une action judiciaire pour du blanchiment. Portée par le PNF, absolument. Voilà, portée contre par lui le et sa parquet fille. national financier. Et donc, il est normal que s'il y a un soupçon de fraude, le parquet national financier se saisisse. Il est normal aussi, et en plus à 86 ans, qu'on ne garde pas la direction de l'Institut du monde arabe dans ces conditions-là. Et moi, je dis qu'il aurait même pu démissionner bien avant de lui-même, au moment où l'affaire a éclaté. Et ce qu'on découvre sur Jack Lang ne redore pas son image, quand même, permettez-moi de le poser. Un petit peu de politique française et chez vous, chez les écologistes, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier représentera les écologistes à la primaire de la gauche le 11 octobre prochain. Elle a été désignée par votre mouvement. Ça veut dire que vous n'irez pas ? Je ne dis pas ça aujourd'hui. Je dis que j'attends les conditions dans lesquelles se dérouleront la primaire, puisque aujourd'hui on ne sait même pas déjà si elle a vraiment lieu. Donc attendons de voir si elle a vraiment lieu. Et ensuite, quelles seront les conditions pour y aller. Et si les conditions me le permettent, j'irai bien sûr, parce que je trouve que là, ce qui se passe, c'est une forme de verrouillage par les partis, qui, à mon sens, est tout à fait contre-productif pour gagner. C'est-à-dire que là, on est en difficulté. La gauche, enfin, on ne va pas se cacher. Pardon. Elle a été désignée par les militants écologistes. Elle a été. Alors, il y a eu une motion qui a été votée au Conseil fédéral et il y a eu un sondage interne. Mais pourquoi vous levez les yeux au ciel comme si vous aviez un doute sur le processus? Vous considérez que c'est plus un putsch d'appareil que Je pense que c'est un verrouillage d'appareil, oui. Ah. Je pense que c'est un verrouillage d'appareil, oui. De votre parti politique? Absolument. Mais comme dans tous les partis politiques, j'ai envie de vous dire. Quand vous dites si les conditions sont réunies, c'est quoi les principales conditions? C'est-à-dire que ce soit... Il y a beaucoup de gens d'abord qui disent que cette primaire, c'est bidon et que ça n'aura pas lieu. Alors, on va tout de suite dire ça sur ce qui se dit dans la classe politique, et qu'en gros, avec Boris Vallaud qui dit, moi, c'est pas ça, Raphaël Glucksmann, d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, l'absence de LFI, et qu'en gros, ça n'a pas grand sens, et du Parti communiste. Est-ce que vous... quelles sont les choses qui se feraient que vous pourriez y aller et qui vous motiveraient, et qu'est-ce qui vous manque pour l'instant? Qu'est-ce qui vous... Les conditions, je ne sais même pas dans quelles conditions ça va se dérouler. Là, il est question de faire 500 soutiens d'élus. On sait que les élus sont quand même énormément tenus par les directions de parti, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas leur signature, quoi. C'est ça le verrouillage. Mais après, s'il y a des parrainages citoyens, s'il y a la capacité à trouver ces parrainages d'élus... Si c'est franc-jeu, quoi. Si c'est franc-jeu, exactement. C'est vous qui le dites et je trouve que c'est une très bonne expression. Si c'est franc-jeu, il y a pas Pardon, j'ai pas bien compris. Marine Tondelier, c'est quand même la patronne de votre parti. Oui. Pourquoi vous refusez de la soutenir? C'est après tout, il peut y avoir une logique à ce qu'elle vous représente à la. Oui, à la et si elle gagne, je la soutiendrai. Simplement, là, on est donc dans dans la configuration telle qu'elle est actuellement, c'est un représentant par parti. Or, ce qui s'est passé au nouveau Front Populaire, pendant le nouveau Front Populaire, c'est qu'il y a eu un accord d'alliance, mais derrière, il y a eu une mobilisation de toute la société civile, des ONG, des syndicats, des associations qui sont venus et qui ont dit « nous, on veut que la gauche gagne ». Et là, en fait, on a l'impression de se retrouver dans les réunions post-nouveau Front Populaire de partis entre eux, c'est-à-dire qu'il y a Olivier Faure avec Marine Tondelier, avec les représentants de l'après. Et en fait, si c'est une énième réunion entre partis de la gauche, entre chefs de partis de la gauche, ils n'ont pas besoin de faire une primaire pour ça, qu'ils se mettent d'accord entre eux. Si par contre, ils acceptent de se faire déborder par un mouvement citoyen qui choisira tel ou tel, peu importe qui, alors là, on a une chance de créer une dynamique. Et ça raconte une histoire très différente. Comment vous trouvez l'évolution le positionnement des Verts actuellement, enfin des écologistes? Puisqu'on a l'impression, on l'a même plus que l'impression, puisqu'il y a des gens qui ont rallié d'autres candidatures. Est-ce que vous trouvez que vous êtes surtout, avant tout, socialo-compatible? Socialo, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire plutôt dans la logique de Marine Tondelier, qui fait sa primaire avec Olivier Faure, annoncé à Tours, où vous considérez, comme ceux qui sont partis vers LFI, qu'il y a une nécessité d'union absolue et que votre plus grande proximité idéologique et politique, c'est plutôt avec les insoumis. Ce que je pense, c'est que l'écologie n'est pas la petite main de tel ou tel. Et que, quand vous voulez dire la petite main, vous considérez que là, vous êtes un peu les petites mains, dans certains cas, d'Olivier Faure.
Moi, En j'essaie de tous les traduire pour que cas, les gens là, sur les comprennent. municipales, par exemple, on est de très nombreuses fois alliés et finalement, on disparaît un peu dans le processus. Et moi, je pense que ce qui s'est passé à gauche, et c'est en cela que les partis politiques ont une responsabilité, c'est qu'il y a eu une bataille d'hégémonie, bon, voilà, et en fait, on ne sort pas de ça. Et donc, juste, pardon, pour vous répondre, je pense que l'écologie est le défi majeur de l'humanité et qu'en fait, ça n'a pas à être dissous dans tel ou tel. C'est qu'il y a une écologie à porter, une transformation écologique de la société et qu'en fait, cette transformation écologique, quelque part, elle devrait être aujourd'hui le moteur de la gauche. Et là, j'ai l'impression Et vous pouvez faire des qu'on alliances retombe sans sur vous des- dissoudre. Vous pouvez faire des alliances sans vous dissoudre, non? Oui, on peut faire des alliances sans nous dissoudre. Mais j'attends pas, qu'elles se pas avec fassent, le d'ailleurs. Parti socialiste. Parce que, en fait, pour qu'on comprenne bien, il y a effectivement, donc les écologistes ont fait alliance au premier tour de ces municipales dans beaucoup de communes. Et ça fait grincer des dents chez vous, plus même que grincer des dents. On peut parler de fronde. Il y a des cadres qui ont quitté le parti. Il y a une tribune signée par 400 personnes qui ont dénoncé cette alliance. Est-ce que vous comprenez ces critiques? Est-ce que ce soir, vous dites, je suis du côté des frondeurs chez les écologistes? Moi, je suis du côté de l'alliance à gauche, mais de toute la gauche. Toute la C'est-à-dire gauche. Oui, mais pas d'exclusive. Mais qu'est-ce qu'on fait Pas dès lors que le d'exclusive. Parti socialiste ne veut Si- plus entendre si on parler regarde- de LFI? Ah oui, mais enfin, c'est justement le rôle qu'on pourrait jouer. C'est par exemple si on De prend trait sur d'union. Paris. Eh bien, si on prend sur Paris. Ah oui, prenons l'exemple de Paris ou alors Prenons l'exemple de Paris, qui est un exemple. Alors attention, vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans le détail je peux des pas prendre l'exemple de circonscriptions Paris. pour Alors, des prenons raisons de l'exemple temps de d'une ville parole. qui se déroule, mettons, sur la planète Mars, où il y aurait une alliance entre les socialistes et les écologistes. Et que les socialistes disent, dès qu'ils en ont l'occasion, qu'ils ne feront jamais avec l'aile gauche radicale de la gauche. Jamais, ni au premier ni au second tour. Eh bien, prenons cet exemple théorique pour nous dire que moi, je ne comprends pas cette logique-là. C'est-à-dire que c'est soit toute la gauche, soit une gauche Et de donc droite. vous En fait, êtes sur à un la ligne moment, Tondelier, en fait. pardon. Vous êtes sur la ligne Tondelier. Non. Eh ben, très bien, si vous voulez nous réconcilier à cette... sur Alors, cette je continue sur votre ville J'essaie sur de Mars. comprendre. Votre ville sur Mars. On arrive au deuxième tour sur Mars. Il y a un certain nombre d'écologistes qui sont partis du côté de la France insoumise en considérant qu'effectivement, votre position n'était pas jouable. Vous faites quoi au second tour? Vous maintenez? On maintient cette gauche au risque de faire gagner la droite, ou on considère quand même que le socialiste sur Mars, c'est quand même de la gauche Mais bien et sûr. que ça vaut le coup Ah, de mais bien l'aider? sûr. Mais bien sûr. Mais à condition que ce soit à gauche, en fait. Oui, mais d'accord. Mais moi, si il y a À une gauche, même liste si c'est pas d'union vous et même si c'est... sur la planète Mars, s'il y a une liste d'union premier tour, PS, ELV, et au deuxième tour, on fait avec LFI. Si au premier tour, c'est LFI, ELV, Ouais. on fait au deuxième tour avec le PS. On fait dans les deux sens, en fait. D'accord. C'est vraiment ça l'union. Et ça peut pas être de dire jamais un tel ou un tel. Et en fait, c'est là qu'à mon avis, nous avons un peu perdu en force de discours, c'est que nous avions ce rôle-là et que nous pouvons encore le faire. Maintenant, moi, je vous dis, je pense que le moment n'est pas à troubler les lignes politiques. Je pense qu'au contraire, nous sommes dans un moment politique de bascule possible où il nous faut garder un cap extrêmement clair. Ce cap extrêmement clair, pour ce qui me concerne et la ligne politique que je porte, c'est une rupture avec le libéralisme, c'est une écologie radicale, c'est un changement de société qui fait que nous soyons véritablement égaux. Et cela, eh bien, j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus porté à l'intérieur des Vous municipalités. auriez aimé aucune alliance finalement avec personne dès le premier tour et après, en fonction du résultat du premier Ça tour, aurait pu être vous une faire alliance configuration. avec LFI ou le PS selon les configurations. Ça aurait pu être une configuration. Je pense à Rennes, Quand par Jean-Luc- exemple, où je ne comprends pas pourquoi dès le Quand premier Jean-Luc tour, Mélenchon parle de la créolisation, et on utilise même le terme grand remplacement, qui est un terme d'extrême droite utilisé à l'origine par Renaud Camus pour expliquer que les sociétés européennes ou occidentales vont être grand remplacées par des personnes qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez entendu cette déclaration de Jean-Luc Non, je Mélenchon? l'ai pas entendu. Il a utilisé le mot grand remplacement en disant il faut une génération nouvelle, il faut que tout ça change. Et il a utilisé peut-être de façon humoristique ce terme de grand remplacement. Vous n'ayez pas peur que ce genre de déclaration puisse faire... Enfin, ouais, je ne crois pas un instant que Jean-Luc Mélenchon pense que le grand Non, remplacement mais pas au est sens un vrai. classique du terme. Non, c'est mais dire. en fait, il faut qu'il... Au sens par une société la créolisation, ça veut Non, mais dire quelque chose. aujourd'hui, il y a c'est Errand qui François Errand, pardon si je me trompe sur le prénom, mais c'est Errand, c'est sûr, qui dit que un Français sur 3 a au moins un grand-parent qui est né à l'étranger. Je veux dire, l'idée qu'il y aurait des espèces de Français pur sang
qu'il y aurait des Français de souche, qu'on serait grand remplacés comme si nous étions sur une île déserte au milieu du Pacifique et que tout à coup il y avait des envahisseurs, tout cela n'est que pur fantasme. La réalité, c'est que la société française telle qu'elle est aujourd'hui est une société qui a été traversée de 1001 mélanges et que c'est ce qui nous fait notre force aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce qui va se passer demain, comme nous n'avons pas eu peur de ce qui s'est passé hier. Il nous reste 30 et en fait, secondes. c'est ça la France, c'est ça la force de la 30 France. secondes. Sandrine Rousseau, Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est bien parce qu'elle a fait voter le budget, elle devra évaluer le budget qu'elle a fait elle-même voter. Alors moi, il y avait un principe simple en démocratie, c'était celui qui fait voter n'est pas celui qui contrôle. Et celle qui fait voter n'est pas celle qui Vous avez contrôle. une sorte de séparation des pouvoirs. Oui, en fait, ça s'appelle l'indépendance. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée, de vous être pliée au jeu des questions-réponses. À demain Nathalie, bonne soirée sur France Info.